Nous sommes au musée de Luchon et nous sommes en présence de Philippe Guillem, qui va se présenter lui-même pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui est donc en fonction depuis plus de 30 ans, je crois. Oui, exactement. Donc j'ai à la direction de plusieurs musées sur la ville de Bagnères de Luchon. Donc effectivement le musée du Pays de Luchon, également le musée de l'Hospice de France et le musée de l'aéronautique qui se trouve donc à l'aérodrome. Et depuis cette année, nous avons aussi à l'espace Nelson Mandela une salle qui accueille régulièrement donc, des expositions. Dans le cadre des expositions et du musée proprement dit, nous sommes ici dans la salle dite Sodinos, où, vous allez le voir à travers le reportage, tout le patrimoine culturel du pays de Luchon, des vallées, bien sûr, et des vallées de Luchon. Est-ce que tu pourrais me parler davantage de Monsieur Sodinos? Effectivement, Monsieur Sodinos a vécu de nombreuses années sur le pays de Luchon, surtout après, quand il a pris effectivement la retraite, puisqu'il était originaire par son père effectivement d'ici, de Luchon, et puis par sa mère du pays gaillacois, où là-bas aussi, il a réalisé comme à Luchon un petit musée. Monsieur Sodinos, durant sa retraite, a parcouru les villages environnants, que ce soit de la vallée de la Pique, mais également la vallée du Larbrousse, vallée d'Ouey ou vallée d'Eau. Il se déplaçait tous les jours avec le car, puisqu'à l'époque il y avait un car qui faisait la desserte et qui amenait donc les gens au marché de Luchon 2 fois par semaine. Donc il profitait de ce moyen de transport pour passer chez les gens et récupérer un certain nombre d'objets. Et en 1956, il a décidé de nous donner cette collection pour le musée du Pays de Luchon et pour la ville de Luchon. Alors vous lui avez consacré donc une salle entière que nous allons découvrir et nous allons trouver différents objets. Nous avons devant nous déjà des premiers éléments que peut-être tu pourrais nous décrire sommairement. Alors le but de cette salle, frère Louis Sodinos, a été de faire par vitrine, on va dire, un thème particulier. Et là nous avons ce premier thème, on va dire, tout ce qui est le matériel pour le travail, que ce soit du travail du pain, mais également aussi tout ce qui est la cuisine, on va dire, de tous les jours, hein, puisqu'on retrouve donc les différentes houles, on retrouve donc les pelles à pain, pelles à enfourner, puisqu'il faut savoir que, à l'époque, beaucoup de gens pouvaient cultiver le blé. Et donc, par conséquent, ils se faisaient leur propre pain et ils avaient ce matériel-là. Alors, chaque village, effectivement, était doté d'un ou plusieurs moulins à eau. Et à travers ce moulin à eau, donc, il y avait des roues qui tournaient, les meules, et qui faisaient la mouture donc, de ce blé ou du sarrasin ou autre, à l'époque, donc, qui était très prisé, soit pour les crêpes, soit pour le pain. Et les pelles que nous voyons ici servaient à enfourner le pain, à même le four qui existait dans chaque maison, parce qu'il faut bien préciser qu'à l'époque, non, dans les campagnes, chaque maison avait son four à pain et l'on fabriquait le pain pour 10-15 jours. C'était ce travail-là que l'on faisait effectivement régulièrement. Chaque membre de la famille, on va dire, participait à ce travail-là. Également aussi, il y avait aussi un autre travail qui était effectué souvent, c'était fin novembre, début décembre, c'était la fête du cochon, hein, puisque vous pouvez voir aussi dans la vitrine les outils, notamment le couteau qui servait à saigner le cochon, le crochet pour pouvoir le suspendre, et puis après donc les différentes points pour réaliser donc les saucissons, les boudins, voilà. Alors nous trouvons également, donc là nous avons vu la cuisine proprement dite, c'est-à-dire tout ce qui tournait autour de l'âtre, du foyer, avec les houles en fonte, avec les pots de grès, etc. des pots, mais également il y avait un artisanat à base d'osier qui se fabriquait dans les campagnes, et nous trouvons là-bas des ouvrages qui sont faits en osier ou en noisetier qui servaient de sac, soit pour porter les pommes de terre quand on revenait des champs, ou pour toute autre utilisation. Est-ce que tu peux me parler donc de ces ouvrages, également ces paniers qui sont façonnés de manière... Alors tous ces paniers qui étaient fabriqués donc en osier étaient fabriqués également à la maison, et très souvent l'hiver au coin du feu,
puisqu'il faut savoir que dans les campagnes, ce qui n'est plus trop vrai aujourd'hui où on a beaucoup moins de neige qu'il fut un temps, mais dans le temps évidemment il y avait beaucoup de présence de neige dans les campagnes et très souvent il fallait que les hommes puissent s'occuper durant la journée après avoir fait la traite des vaches le matin et le soir. Donc par conséquent, eh bien, l'hiver, ils profitaient au coin du feu de réparer les paniers, d'en fabriquer et également de réparer les râteaux, les fourches qui servaient l'été pour la fenaison. Ceci était donc destiné et consacré spécifiquement aux hommes qui travaillaient l'osier, suivant les régions le noisetier, suivant les villages aussi. Mais les femmes avaient une toute autre occupation, toujours à côté de l'âtre et à la veille et le soir, à savoir donc tricoter à la laine les chaussettes d'hiver. Voilà. Bien sûr, donc on a ici aussi dans les collections du musée tout le matériel qui était utilisé, les différents outils pour le filage de la laine, donc à savoir d'abord le métier à tisser, puisque bon, avant de pouvoir travailler la laine, eh bien on travaillait dès le lin et le chanvre. Alors tout à l'heure nous allons nous tourner vers le métier que nous avons dernièrement. Et alors, on ne trouvait pas des métiers de tisserand dans toutes les maisons, mais au moins un par village, pour le moins. Et comme tu le dis si justement, il fallait du lin auparavant. Ben, disons que bon, le lin et le chanvre étaient cultivés comme on pouvait cultiver effectivement le blé ou le maïs. Hein, il était ensuite donc récolté, travaillé, broyé. Et donc d'ailleurs au musée nous avons les outils qui permettaient au broyage donc, du lin et du chanvre. Et par la suite après, eh bien, est venu le travail de la laine, donc avec par la laine qui était, on va dire, donc produite avec la tonte des moutons que l'on faisait donc régulièrement dans le pays. Alors justement, tu me parles de ces moutons. Il faut savoir que dans les troupeaux des moutons, il y avait de la laine blanche, mais il y avait de la laine aussi de pigaille. Ce qu'on appelle la pigaille, c'est la brebis avec une toison un peu marron. Alors, il y avait une différenciation au niveau de l'utilisation de cette laine. Ben, disons que moi j'ai surtout connu et vu travailler, on va dire, la laine blanche. Hein. Pour la laine, effectivement, celle-là donc était travaillée de cette façon, c'est que en fait, une fois que le mouton était tondu, eh bien la laine était ramassée dans des grandes saches qui permettaient donc le transport effectivement sur le dos jusqu'au lieu de travail. Ensuite, il fallait effectivement la laver, à même le ruisseau, la faire sécher. Alors souvent c'était aussi dans les prés un petit peu en pente, hein, qu'on laissait sécher cette laine, et ensuite donc la travailler. Alors soit on la travaillait pour beaucoup dans le pays, ben, c'était le fil, on fabriquait donc les fils de laine, et ensuite donc les pelotes, mais on gardait cette texture. Elle était blanche. Après, plus tard, effectivement, on a mis des teintures pour pouvoir teinter de différentes couleurs cette laine. Donc à la base c'était cru nature, voilà. On n'utilisait pas de teinture, dont la blanche était pour les lainages différenciés, et la marron était destinée souvent aux chaussettes, il faut le dire, parce que le marron était moins salissant, d'une part. Oui. Et on utilisait également donc, cette laine marron pour les habits de moine. Tout à fait. Toujours pareil, parce que c'était moins salissant. Alors c'est vrai que la laine marron était utilisée peu dans le pays, et c'est vrai que c'était on l'envoyait justement pour faire les fameuses bures des moines. Et dans le pays nous n'avions pas de moines, mais il y en avait un petit peu plus bas dans le pays de Comminges. Bien écoute Philippe, on a appris beaucoup de choses avec toi en ce jour. On va en faire profiter donc bien du monde.